êtes sur TV5 Monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Kiosque. Au sommaire, ce dimanche. L'attaque a duré toute la nuit à Ouagadougou. Un restaurant et un hôtel ont été visés par le groupe Al-Mourabitoun, affilié à Al-Qaïda. Le Burkina, un pays stratégique au Sahel, jusqu'ici relativement épargné. Est-ce la fin de l'exception burkinabé? Et quelles conséquences pour cette jeune démocratie encore fragile? Terrorisme encore à Jakarta en Indonésie, à Jalalabad en Afghanistan et à Istanbul en Turquie où le groupe État islamique a visé pour la première fois des touristes et non des Kurdes. La Turquie paie-t-elle au prix fort le jeu trouble des autorités? Cette question aussi, face à l'expansion des extrémistes, faut-il se résoudre à intervenir en Libye? La Pologne sur la sellette. Bruxelles enquête sur la situation de l'état de droit dans le pays en question de lois très controversées sur la justice et sur les médias publics. Un virage autoritaire mené à un rythme effréné. Ce glissement vers une droite parfois extrême est-il désormais une tendance lourde en Europe? L'Europe est-elle entrée dans un nouveau paradigme? Et puis nous verrons aussi comment David Bowie, décédé cette semaine, chanteur précurseur, a influencé son époque et fait évoluer les mentalités. Que lui doit-on? Et pour en parler, voici nos kiosqueurs. Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, qui vient de fêter ses 25 ans avec ce numéro anniversaire, Le Monde en 2040. Vous êtes aussi le président de Reporters sans frontières. Ariane Bonzon, journaliste indépendante, chroniqueuse sur le magazine en ligne Slate.fr. Vous travaillez notamment sur la Turquie et le Proche-Orient. Vous avez été correspondante pendant 20 ans. Michel Beuret, correspondant à Paris pour la RTS, la télévision suisse, ancien grand reporter notamment en Afrique et en Turquie. Et enfin, Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles du quotidien français Libération. On signalera d'ailleurs votre blog Coulisses de Bruxelles. Vous êtes spécialisé dans les questions européennes. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la politique de l'Union européenne. Merci à vous quatre d'être ici en ce dimanche en plateau pour nous livrer votre analyse. Et on commence avec le Burkina Faso à son tour. La capitale burkinabé est endeuillée par le terrorisme. C'est une première de cette ampleur à Ouagadougou. Boukari Ouedraogo l'avait prédit. Dans son blog Le Messager d'Afrique depuis Ouagadougou, il avait écrit une note prémonitoire en août dernier. Notre correspondante sur place, Fanny Noireau, l'a rencontrée ce dimanche matin. Il y a eu d'abord la première attaque en avril dernier à Tambao, sur la mine des manganèses de Tambao, où un Roumain était enlevé. Et on se rappelle même que le groupe Al-Mourabitoun avait revendiqué cette attaque-là. Plus tard, c'était en août, c'est le Oursi, un village toujours dans l'Oudalan, donc au nord du pays, c'est toujours dans la même zone. Et cette fois-ci, c'est la gendarmerie qui était attaquée. Les attaquants donc, ont posé un guet-apens et ils sont tombés là-dessus. On nous a fait croire à l'époque que c'était des règlements de compte, alors que certains témoins ont entendu des assaillants dire qu'il s'agissait, qu'ils se réclamaient de Boko Haram. Donc déjà, ce fait-là devait interpeller. Le contexte burkinabé est marqué par une pauvreté ambiante, un chômage grandissant et également un grand banditisme. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne présente des bandits à la télévision nationale ou dans les journaux. Et à chaque fois, on nous dit qu'ils sont des multirécidivistes et souvent on ajoute le terme notoire. Donc déjà, ce sont des proies faciles pour les cellules djihadistes dans le cadre d'un recrutement. Voilà, on va avoir l'occasion de revenir sur tous ces points. Dernier bilan officiel de l'attentat à Ouagadougou, une trentaine de morts, une trentaine de blessés dans la nuit de vendredi à samedi. 8 Burkinabés, 4 Canadiens, 2 Français, 2 Suisses, dont notamment l'ancien patron de la Poste suisse. Ils font partie des victimes, entre autres. Alors cet attentat n'est pas une surprise, nous dit le blogueur Boukari Ouedraogo, on vient de l'entendre. Pourquoi le Burkina Faso a été épargné jusqu'ici, Michel ? Le Burkina Faso de Blaise Compaoré, c'est un pays qui est enclavé dans la sous-région, comme ils disent, et qui jouait un rôle diplomatique très important. Le départ de Compaoré, qui s'est fait, il faut le rappeler, dans des conditions relativement peu sanglante malgré tout, cette transition, ce miracle burkinabé a bel et bien eu lieu. Malgré tout, c'est une pièce maîtresse dans le dispositif français dans la région pour combattre le djihadisme. Et jusqu'ici, toutes les frontières de Burkina, qui sont poreuses, par lesquelles on a vu arriver les réfugiés touaregs du Mali, a créé dans l'ensemble depuis 3-4 ans une certaine instabilité. Combinée, comme l'a dit le journaliste tout à l'heure, avec une grande pauvreté. Il faut rappeler qu'à Ouagadougou, par exemple, vous avez une carrière
carrière c'est pas du marbre, mais c'est une carrière de pierre dans laquelle 4000 personnes travaillent, que j'étais allé voir à l'époque. Vous avez des femmes qui travaillent 12 heures par jour pour moins d'€1. Et donc, cette pauvreté, cette injustice qui règne dans ce pays, évidemment, ça fait des gens qui sont aussi la proie facile pour ces mouvements. Et il y a aussi, tout ça est accompagné d'un endoctrinement, d'une croissance des milieux, disons, d'endoctrinement salafiste au Sahel en général et au Burkina en particulier. Vous avez un modus operandi qui ressemble un tout petit peu à celui qu'on a vu à Paris, les terrasses, une soft target, comme on dit en anglais, et puis voilà le résultat. Donc oui, ceux qui étaient... aussi au Mali, évidemment, à l'attaque évidemment. du Mali à Bamako. Et je crois aussi qu'il y a des grandes manœuvres au sein de l'international djihadiste. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité entre AQMI, dont Al-Mouri Batoun s'est rapproché, AQMI et l'État islamique. Vous savez que l'État islamique est très présent en Libye. On évalue à 5000 hommes, le nombre de combattants de l'État islamique. Et ces succès, entre guillemets, eh bien, peuvent lui attirer de nouvelles venues, de nouvelles recrues au Burkina Faso. Donc l'AQMI avait besoin de marquer un grand coup. Et je pense que ça aussi, ça peut entrer en ligne de compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait ce blogueur burkinabé qu'on vient d'entendre? Il y avait des signes, on les a négligés. Est-ce qu'il y a une négligence? On avait vu ce qui s'est passé au Mali, donc effectivement, dans ce cas-là, il faudrait protéger tous les grands hôtels. Enfin, il y a un nombre d'endroits à protéger. On sait, en fait, le blogueur l'a très bien dit, c'est à la fois pas une surprise, le bilan est terrible et c'est pas une surprise. Ça veut dire que on ne peut... C'est très compliqué de pouvoir assurer la sécurité de toute cette bande au Sahel. On sait très bien que ce pays est maintenant dans la cible, effectivement, pour les raisons qui ont été dites tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fait partie de la coalition anti-AQMI et à ce titre-là, il est visé, il peut être visé. Et puis je crois qu'il l'a très bien dit aussi que les conditions sociales du pays, si vous voulez, sont absolument terribles. C'est un pays qui arrive dans le classement du développement fait par l'ONU, l'IDH, il arrive au 181e rang sur 187. Donc c'est pour vous dire, on est en bas, on est tout en bas, c'est la misère absolue. Et les conditions de développement sont, même s'il y a une forte croissance économique, mais au fond, on part de tellement bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et avec, si vous ajoutez à ça une démographie très importante, il y a 7 habitants sur 10 dans ce tout petit pays, c'est 17 millions d'habitants, 7 habitants sur 10 qui ont moins de 30 ans aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il faut bien leur trouver du boulot, assez jeunes, c'est très compliqué de leur trouver du boulot, et ça crée, si vous voulez, les conditions, je ne vais pas dire des conditions pour devenir terroriste, loin de là, mais ça fait ça crée des conditions, disons, pour se faire happer par des discours qui sont des discours de vulnérabilité, des discours qui sont ceux que les djihadistes de l'AQMI, etc. rêvent à une jeunesse. Et vous ajoutez à ça ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire cette rivalité très forte entre les mouvements islamistes, et notamment cette rivalité entre l'AQMI et l'État islamique, qu'on sent très fortement, avec une rivalité qui se fait aussi avec des buts idéologiques parfois différents, mais malheureusement avec par des procédés, enfin le recours au terrorisme sanglant. C'est une guerre à la violence. Enfin, c'est une guerre. Mais je confirme en permanence ce que disait Olivier Roy, c'est qu'on a affaire à une islamisation de la radicalisation et non pas une radicalisation de l'islam. Je crois que là, encore une fois, dans la démonstration. Mais moi, ce qui me frappe dans toutes ces attaques terroristes, c'est qu'on a affaire maintenant à un terrorisme de crétins. C'est-à-dire, c'est des terrorismes ils s'attaquent quoi? À des terrasses de café. C'est pas du tout le terrorisme des années 70, 80, terrorisme politique, où on visait un responsable politique qui était particulièrement protégé et qui fait des véritables opérations militaires. Non, là, ce sont des gens, là, manifestement, c'était même quasiment des gamins, des enfants, des adolescents, à qui on met une AK-47 dans les mains et qui vont tirailler dans les terrasses. C'est-à-dire, c'est le degré zéro de l'organisation militaire. Moi, ce qui me fascine dans tous ces attentats, c'est qu'on vous parle de cerveau. Mais c'est pas des cerveaux. C'est quand même pas très compliqué aujourd'hui de se procurer des armes, ensuite de venir à Paris, d'organiser sur des terrasses. Il n'y a rien de militaire, il n'y a rien d'organisé. Et on voit bien dans toute leur fuite, après, quand on reconstitue ça, ce sont les pieds nickelés. Et c'est ça qui les rend particulièrement dangereux. Parce que c'est très difficile d'arrêter des gens qui ciblent des civils qui ne cherchent pas à déstabiliser l'État. Alors cet attentat à Ouagadougou arrive dans un temps politique très précis, bien précis. On va regarder la une du quotidien burkinabé Sidouaya. Le quotidien sort une édition spéciale ce dimanche après l'attentat. En une citation du nouveau président: « Nous n'avons jamais plié les chines et ça ne sera pas aujourd'hui ». C'est un pays fragile encore. Est-ce que les nouvelles autorités sont prêtes à faire face à cette menace ?
Clairement, pour l'instant, ils étaient impréparés à cette menace et on voit mal comment, dans un temps assez bref, ils vont être capables de le faire. Il y a eu le renfort, il y a des forces américaines qui sont dans la région, au Burkina, il y a des forces françaises, naturellement, de l'opération Barkhane. Donc, le Burkina, même avec ces forces-là, ne pourra pas exclure d'autres attentats. Peut-être auront-ils lieu, il faut espérer bien sûr que non, mais on voit bien, les signes avant-coureurs dont parlait le blogueur tout à l'heure, c'est l'enlèvement d'une personne responsable de la sécurité d'une mine en avril 2015. C'est la première fois qu'un occidental était enlevé au Burkina. C'est à la frontière, quelques heures avant l'attentat qui a eu lieu sur les terrasses, le café Cappuccino, où je suis passé moi-même. C'est un endroit où on passe en voiture, on ouvre le feu, c'est extrêmement facile. Effectivement, c'est d'une violence et d'une crétinerie absolue. Mais c'est donc à la frontière, un gendarme a été tué, un civil a été tué quelques heures auparavant. Et puis, peut-être que c'est un signe avant-coureur. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que cette information a été relayée? Manifestement, l'État burkinabé doit encore se mettre à niveau. Là. Il y a un changement que vous évoquiez tout à l'heure, c'est le fait que justement, tant que Blaise Compaoré était au pouvoir, le pays était plutôt épargné. Est-ce que là, finalement, la révolte populaire est maintenant définitivement terminée sur ce plan-là aussi? Il n'est pas certain que si Blaise Compaoré était resté au pouvoir, ce genre d'attentat n'aurait pas eu lieu. Je pense qu'on est dans une tendance lourde, profonde, et Blaise Compaoré aurait dû y faire face lui aussi. Je ne pense pas que c'est le changement de gouvernement qui a changé quoi que ce soit. Cela dit, il était un peu protégé parce que, comme vous l'avez dit très bien, effectivement, c'était un diplomate. C'est quelqu'un qui, quand Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur français, a renvoyé un certain nombre d'islamistes du GIA algérien, c'est Franck Compaoré qui les a accueillis. Donc il avait un petit peu cette aura, pas d'intouchable, mais enfin je pense que c'est un pays qui était un peu protégé par sa présidence. Et avec Gilbert Diendéré aussi, l'ancien putschiste qui a les oreilles un peu, qui était les oreilles dans cette région. Est-ce que, ça c'est la question qu'on peut se poser aussi, qui se pose aujourd'hui, on a un pays qui se reconstruit, des élections, un nouveau président, un nouveau gouvernement, tout ça en l'espace de ces 2 dernières semaines. Est-ce que cette dynamique qui était installée au Burkina Faso est aujourd'hui arrêtée ? En tout cas, elle est nécessairement fragilisée et elle risque de l'être encore pendant les prochains mois. Et je pense que c'est aussi ça que visent les terroristes. Et on voit très bien les modes opératoires qu'on retrouve. Alors effectivement, c'est un terroriste de crétin, sans doute, dans le mode opératoire, mais il y a quand même un cerveau derrière pour monter des opérations qui font évidemment la une des médias locaux, qui déstabilisent les gouvernements et qui viennent mettre une pression assez forte nécessairement aussi en Europe, en France. La France, vous savez, on parlait tout à l'heure des moyens qui ont été mis en œuvre pour essayer de venir au secours de cet hôtel. Les Français étaient présents, mais ils étaient en province. Il a fallu les rapatrier pour qu'ils puissent intervenir. Et on voit là les limites des moyens de l'opération Barkhane. C'est-à-dire que si le pays doit pouvoir compter sur des soutiens étrangers, que ce soit américains ou français, ça demande aussi des hommes, du temps, répartis sur une région qui est extrêmement importante, parce que la prochaine fois, ce sera peut-être pas au Burkina, mais ça sera peut-être à nouveau au Mali ou ailleurs. Ce sont quand même les mêmes qui avaient opéré en 2013, en janvier 2013, l'attentat contre les installations gazières au sud de l'Algérie, qui avait fait une trentaine ou une quarantaine de morts. Donc la zone géographique est gigantesque. Michel, vous voulez intervenir ? Oui, le pays est si fragilisé économiquement, je pense qu'il faut vraiment le répéter, insister là-dessus, qu'au fond, on peut acheter des sympathies facilement, à bon compte. Les gens sont dans la survie au jour le jour. Et donc, jusque dans tous les coins, les recoins de l'État, on peut s'acheter des sympathies provisoires qui permettent finalement à ces attentats d'avoir lieu. Et l'État doit trouver son assise aujourd'hui. Et c'est ça qui va être très compliqué à construire. Avec une question qui se pose aussi, c'est l'armée. Et bien sûr, la question... réformer, est-ce qu'elle va pouvoir l'être aujourd'hui dans ces conditions ? Elle doit l'être. Mais est-ce qu'elle va pouvoir l'être ? Je pense que ça va se faire. Ça va se faire dans une situation qui est celle qu'on a décrite, qui est relativement chaotique. Encore une fois, face à ce type de terrorisme, parce que c'est un terrorisme maintenant qui frappe l'ensemble des régions du monde, on ne peut... Il n'y a pas de solution miracle. J'insiste là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, c'est un terrorisme de crétin. C'est un terrorisme de basse intensité de ce point de vue-là, d'un point de vue politique, d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire qu'ils pourront continuer à taper. Vous pouvez instaurer une dictature militaire, etc.
ça ne changera rien. Ces gens sont capables d'intervenir un peu partout parce que, encore une fois, ils sont comme des poissons dans l'eau. Ce qui est vrai en France, c'est vrai en Belgique, c'est vrai dans le Maghreb, dans le Machrek, etc. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Ça va mettre du temps de les éradiquer. Regardez, ces dernières semaines, il y a eu au moins 6 attentats en Afghanistan, en Indonésie, en Turquie, au Burkina Faso. Je crois que tous les continents sont touchés, sauf l'Arctique peut-être. Oui, et encore, c'est pas garanti. Et l'État islamique comporte, je crois, 80 nationalités. Donc, je ne sais pas s'ils sont crétins, mais en tout cas, ils ont un effet de nuisance absolument terrifiant. Et si vous le voulez bien, on va enchaîner sur le prochain thème, puisque c'est précisément ça tombe bien. On continue à parler de ce qu'on pourrait appeler l'international du terrorisme. Le groupe État islamique a frappé à nouveau cette semaine la Turquie. Cette fois, la cible, ce ne sont plus les Kurdes, mais des touristes visés en plein cœur d'Istanbul. Alors le pays, c'est une question qu'on va se poser. Le pays paie-t-il aujourd'hui au prix fort le jeu trouble des autorités? On écoute la réaction cette semaine du président turc et on en débat ensuite. La première cible des organisations terroristes qui agissent dans la région est la Turquie. Car la Turquie s'approche et combat ces organisations. Je demande ouvertement ici, y a-t-il un autre pays qui combat Daesh et qui paie un prix aussi fort que la Turquie? Y a-t-il un autre pays qui combat Daesh plus déterminé que la Turquie? Nous maintenons notre lutte contre l'organisation terroriste hors la loi PKK, mais il y a des gens et des pays qui insistent pour ne pas comprendre ce combat. Alors le PKK, on va évidemment y revenir dans un instant, mais parlons d'abord du groupe État islamique. On a longtemps reproché à la Turquie d'avoir joué un double jeu avec les terroristes. Est-ce que le président Erdogan est là maintenant plongé en plein épisode schizophrène? Un double jeu. Leur jeu, il est très simple. Leur ennemi, c'était le PKK. Et le PKK, si vous voulez, est allié très proche des Kurdes qui ont construit une entité quasiment autonome au nord de la Syrie avec le soutien de Bachar al-Assad. Assad a joué les Kurdes syriens contre Erdogan. Résultat des courses, pour Erdogan, la chose importante, c'était à la fois que cette autonomie ne s'impose pas, ne se fortifie pas, et que le PKK, ses Kurdes à lui, enfin son mouvement indépendantiste à lui, entre guillemets, ne soit pas influencé et ne trouve pas chez ces Kurdes syriens une base arrière. Donc c'est la raison pour laquelle il a lutté contre le PKK et de qui il s'est servi ou de qui il a espéré se servir, c'est de l'État islamique. Alors il y a une nouveauté cette semaine, c'est que ce sont des touristes qui ont été visés à Istanbul. Jusqu'ici, le groupe État islamique, qui d'ailleurs ne revendique pas ces attentats, visait des Kurdes. Là, il y a une différence cette semaine. Il ne visait pas les Kurdes. Il y a eu 3 attentats. Il y a eu des Kurdes, mais il y a eu aussi beaucoup de socialistes, de syndicalistes. En particulier, je pense à l'attentat d'Ankara, qui était au cœur de la capitale politique. C'était une grande manifestation pour la paix, où il y avait des syndicalistes, des associations féministes, LGBT, de gauche. Il faut faire attention. Et le parti turco-kurde HDP, qui est effectivement assez proche, si vous voulez, du mouvement PKK pour une certaine composante, mais pas toutes. Donc ça, c'était bon. Cela dit, effectivement, tant qu'il tapait cette gauche qui est l'ennemi de Erdogan, eh bien, c'était, de la part de Erdogan, ça pouvait, enfin en tout cas du pouvoir AKP, du pouvoir du parti islamiste, ça pouvait être, non pas accepté, mais bon... Mais est-ce que quelque chose a changé avec l'attentat d'Istanbul cette semaine? Qu'est-ce qui a changé? C'est le pouvoir, justement, AKP qui est dans la ligne de mire, même si ce sont des touristes, ce sont des touristes allemands. Pourquoi ce sont des touristes allemands? Parce que l'Allemagne et la Turquie se sont alliés, se sont entendus pour que l'Allemagne puisse, à partir du territoire turc, frapper en Syrie. Donc, quand on parle des Kurdes, il faut voir de quoi on parle. On parle souvent du PKK, mais en réalité, en Anatolie orientale, il y a d'autres mouvements qui existent et depuis bien longtemps, qui sont des mouvements islamistes. On en comptait, moi je me souviens, si on remonte à novembre 2003, c'est le premier gros attentat à Istanbul, quadruple attentat contre la banque HSBC, le consulat britannique, 2 synagogues, 53 morts, 750 victimes au total. Et cet attentat, à l'époque, j'y étais, je couvrais ça, était revendiqué par un groupe qui s'appelait Front islamique des combattants du Grand Orient, IBDAJ, qui est un mouvement qui existe depuis un certain temps et qui, lui, se bat à la fois contre le PKK et pour l'instauration d'un califat. Et curieusement, l'AKP, donc le mouvement d'Erdogan, était déjà au pouvoir depuis un an en Turquie, et il y a eu un déni de réalité absolu de la part des Turcs qui disaient les Turcs ne peuvent pas tuer d'autres Turcs. Et donc, ça ne peut pas être des Turcs. Et l'enquête policière est allée jusque dans les détails. Ils sont allés regarder les poils de bras des kamikazes pour dire que la
torsade de la pilosité indiquait qu'ils étaient arabes, contre tout bon sens. Et en fait, il s'agissait déjà de ce front islamique des combattants du Grand Orient, et lorsque Erdogan ou Abdullah Gül citaient ce groupe, ils enlevaient le mot islamique, comme pour le camoufler. Et pendant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, sur ces 94 groupes islamisés, disons, parfois, et dont 10 qui sont radicaux, qui sont allés se battre en Bosnie, en Nagorno-Karabakh, ces groupes se sont radicalisés et ont fait peu à peu obédience à l'État islamique. Et en réalité, pour diviser le PKK, pour diviser le Kurdistan, Erdogan a joué là-dessus. Mais ce qui est toujours fascinant dans ces aventures, je dirais, de la diplomatie, de manipulation, c'est que les États n'apprennent pas. Daesh, clairement, a été manipulé par l'État turc. Mais on peut dire que les Américains ont fait exactement la même chose en Afghanistan avec les talibans. Ils se sont retournés contre eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on tente de faire de la diplomatie internationale avec des groupes extrémistes, et voilà le résultat. Et là, Daesh, encore aujourd'hui, Daesh arrive à se financer parce que le pétrole passe par le territoire turc. C'est ça la réalité. Daesh est une créature, en grande partie, de l'État turc, comme vous l'avez vous-même rappelé. Et il se retourne. Et c'est juste fascinant à quel point les États n'apprennent pas. Alors, la démonstration. Oui, enfin, le président Erdogan, il est au pouvoir depuis 2002. Il n'a pas une grande expérience. Si vous voulez. Moi, on parle beaucoup. Mémoire des États. On parle beaucoup d'idéologie. Et c'était tout simplement l'incompétence. L'incompétence complète, quoi. Parfois, on recouvre tout de l'idéologie islamiste, etc. Mais c'est d'abord de l'incompétence. Expliquez-nous. La politique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a dit Jean, ils ont joué la carte d'État islamique en espérant que l'État islamique allait faire le sale boulot à leur place vis-à-vis du PKK. Résultat des courses, ils ont renforcé les États islamiques qui se retournent maintenant contre eux parce que... Donc pour vous, c'est une faute politique en fait. C'est de la bêtise, c'est une faute stratégique, politique. Quelles conséquences ça aura cet attentat alors d'Istanbul cette semaine sur le plan interne? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs conséquences. Enfin, il faut remonter un tout petit peu parce qu'il n'intervient pas, il intervient dans toute une série d'événements. On a déjà fait allusion évidemment aux différents attentats depuis le mois de juillet dernier, mais il y a eu aussi évidemment les sanctions russes qui sont abattues sur la Turquie. Enfin, qui ont été prises par Moscou à l'égard de la Turquie après que cet avion a été abattu. Et donc, si maintenant vous mettez les sanctions économiques russes, la crainte du terrorisme qui risque de se renouveler, le tourisme qui est touché, c'est une fragilisation, évidemment, pour la Turquie assez forte. Au moment où, normalement, finalement, Erdogan a été plutôt renforcé contre toute attente lors des dernières élections. Il y a évidemment un contexte politique intérieur qui est très important. Il y a eu les élections au 1er novembre. Et contre toute attente, Erdogan en est sorti plutôt renforcé et son parti l'a capé. Mais il est à la tête d'un pays où il y a quand même maintenant vraiment plus qu'une menace de guerre civile et dont la diplomatie à l'extérieur est plus que floue. Ce qui fait quand même, ce qui laisse pantois quand on pense qu'il y a 4-5 ans, on se demandait si la Turquie n'allait pas devenir le nouveau pays pour la diplomatie, la nouvelle diplomatie au Moyen-Orient. C'est très angoissant pour les Européens ce qui est en train de se passer en Turquie, parce que les Européens ont besoin d'avoir une Turquie stable. Pourquoi ? À cause des réfugiés. C'est-à-dire que toute déstabilisation de la Turquie, et on y est, c'est le dernier pays stable de la région, il faut quand même se rendre compte de ça. C'est un pays qui est totalement isolé, qui a des ennemis partout. Les seuls amis, entre guillemets, sur lesquels la Turquie peut compter, c'est l'Union européenne encore. Et nous, on s'appuie sur la Turquie pour qu'elle stoppe l'afflux de réfugiés. Si le pays s'effondre, on va avoir 4 à 5 ou 6 millions de réfugiés dans l'Union européenne. C'est ça la réalité. Et c'est la panique actuellement au sein des instances européennes face à ce qui se passe en Turquie. Notre intérêt n'est absolument pas que ce pays soit déstabilisé. Et encore une fois, le fait que l'État islamique ait visé les touristes allemands, ça rentre dans une stratégie plus globale, qui est de la déstabilisation aussi de l'Union européenne. Je reviens aussi aux incidents de Cologne de décembre dernier, où d'un seul coup l'Allemagne se retrouve face à son pire cauchemar. C'est-à-dire on dit, regardez, comme l'a dit l'extrême droite... C'est une stratégie du coup. C'est une stratégie, évidemment, qui vise à déstabiliser. Et donc, qu'il y ait une guerre civile chez nous. C'est-à-dire que vous ayez le monde musulman contre le monde catholique, qu'il y ait une crispation de chaque côté et que ça débouche sur une guerre civile au sein de l'Union. Moi, je suis terrifié par ce qui se passe. Je suis complètement d'accord avec ça. Et ce qui se passe, c'est que depuis le temps que l'AKP est au pouvoir, le dispositif qu'il a mis en place, qui ressemble un tout petit peu à celui du Pakistan, avec des services secrets qui jouent un double jeu, avec des agents doubles en quelque sorte, avec la possibilité de faire ce qui en principe n'est pas permis, ou ne va pas dans la direction de ce que le pouvoir dit officiellement, faire
machine arrière là-dessus, ça va être très compliqué. Et il n'est pas sûr que ces attentats à Istanbul suffisent pour faire comprendre ça à M. Erdogan. Autre question qu'on peut se poser, attentat également à Jakarta, l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde. Est-ce que le groupe État islamique essaie d'aller grignoter vers l'Asie, attentat également en Afghanistan? Est-ce que ça, là aussi, il y a peut-être un virage? Oui, mais il faut faire attention, encore une fois. Les mots sont piégés. Grignotage. On n'est pas en 14-18. On n'est pas face à un pays qui va envahir le reste du monde. C'est pas la Chine, c'est pas la Chine communiste dans nos fantasmes. Hein. Les Chinois vont arriver chez nous. C'est pas l'URSS, etc. Moi, ça me fascine toujours quand on entend les Français dire on est en guerre contre l'État islamiste. Non, on est en guerre contre des crétins terroristes et il faut les combattre. C'est même pas de la guerre d'ailleurs. On a été confronté au terrorisme. Donc il n'y a pas de grignotage. Non, c'est la déstabilisation. Mais il y a des déstabilisations de pays. Alors est-ce que de s'attaquer aujourd'hui à l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, est-ce que là il y a un danger réellement? Il y a clairement un effet viral. C'est-à-dire que c'est vraiment le modus operandi par l'exemple et la franchisation à l'échelle globale, encore bien plus que sous Al-Qaïda, puisque effectivement on l'a souligné, il y a une rivalité entre ces groupes et à l'intérieur de ces groupes entre les sous-groupes. Et donc Al-Qaïda d'ailleurs apparaît presque sympathique aujourd'hui. Hein. C'est fou d'entendre quand même dans les commentaires que le Front Al-Nosra est un mouvement. Et puis on vient de voir qu'à Ouagadougou, finalement, Al-Qaïda est encore un peu. Oui, mais c'est quand même dingue. C'est complètement fou. C'est vrai qu'à Al-Nosra, ça paraît. La ringardisation d'Al-Qaïda par l'État islamique, c'est en termes d'image. Et donc, effectivement, il y a une surenchère. C'est cette surenchère qui est extrêmement dangereuse, naturellement. Comment faire autrement ? Sur quoi est-ce qu'ils font leur lit, finalement? Et peut-être qu'on va en parler tout à l'heure avec la Pologne. Ils font leur lit sur l'injustice. La plupart de ces mouvements mettent le mot justice, injustice, droit, vérité dans leur acronyme, et beaucoup de partis le font également aujourd'hui en Europe. Donc c'est la question de l'injustice, de la revanche qui est derrière l'action, me semble-t-il. Mais est-ce qu'on parle trop du groupe État islamique alors? En ce moment, il y a une sorte de prime, j'allais dire c'est terrible, mais une sorte de prime aux gagnants. C'est-à-dire que les mouvements islamistes existants sont capables aujourd'hui de se rattacher ou d'aller chercher en fait l'onction de l'État islamique. Et c'est ce qu'on voit par exemple aujourd'hui en Indonésie. Il y a eu dans le passé des attentats en Indonésie. Et c'est vrai que jouer sur une peur globale, ce qui est intéressant, c'est que lorsque en 2012-2013, on a commencé à voir l'État islamique, on n'avait pas cette vision-là. On pensait que les modes opératoires étaient assez différents d'Al-Qaïda. L'État islamique était plutôt sur la formation d'un califat et partir d'un territoire, ce qu'il a fait, construction d'un pseudo-État. Mais c'était ça, alors que Al-Qaïda, au contraire, c'était plutôt des attentats un peu partout dans le monde, notamment en Occident. Et on voit petit à petit, aujourd'hui, l'État islamique avoir une sorte de mondialisation de ses actions, et ce qui est relativement nouveau depuis à peu près un an. Et moi je dirais, est-ce qu'on ne parle pas trop d'État islamique en Syrie et en Irak, par exemple, et on oublie la Libye ? Parce que ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup d'analystes qui le disent, c'est que c'est en Libye le vrai problème et que c'est là vraiment que c'est l'enjeu le plus important pour l'État islamique, justement parce qu'il y a une proximité vis-à-vis des côtes européennes, avec toute cette histoire de réfugiés qui là serait encore pire, parce que Malte est à 400 milles ou 400 km, je ne sais pas, des côtes libyennes. Donc effectivement, on parle beaucoup de l'État islamique, mais peut-être qu'on a du mal à voir les priorités, vous voyez. Et je crois que la Libye est vraiment centrale dans les inquiétudes qu'on peut avoir. Tout le monde partage cet avis. La Libye est une priorité aujourd'hui. Évidemment, et je pense que c'est assez facile à comprendre. Il y a un délitement d'État, il y a un État qui est en train de disparaître, c'est l'État libyen, et l'État islamique, l'organisation de l'État islamique arrive sur ce vide, et c'est ce qui s'est passé finalement en Irak, et c'est ce qui est la tentative qui a été faite aussi en Syrie, c'est-à-dire que l'État islamique arrive dans des chaos. Aujourd'hui, malheureusement, la situation de la Libye, on va voir ce que donneront les accords ou la tentative d'accord signée en fin d'année dernière, mais on est quand même une situation de chaos, de non-gouvernance d'un pays, et c'est là-dessus évidemment que vient prospérer le Daesh. Absolument, mais encore une fois, qui a déclenché ce chaos ? Encore une fois, je veux dire, il faut quand même revenir à l'origine. Alors, je ne parle pas de l'Afghanistan, mais l'Irak, c'est quand même les États-Unis, la Grande-Bretagne, ainsi que les pays d'Europe de l'Est qui ont soutenu cette coalition de bonne volonté pour aller sur place. La Libye, c'est la France qui a fait cela. Donc, c'est nous-mêmes, avec nos gros sabots, qui avons déstabilisé des régions entières. Alors, je ne dis pas que les régimes qui étaient là auparavant étaient des régimes sympathiques, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais donc, oui, et aujourd'hui, d'entendre les gens dire, maintenant, il faut aller sur place, sur le terrain, pour établir la démonstration
qui a été faite depuis les attentats du 11 septembre 2001, c'est qu'à chaque fois qu'on a été sur place, soi-disant pour rétablir l'ordre, pour importer la démocratie, etc., ça a été des échecs sanglants. A contrario, il y a la Tunisie, et c'est un cas intéressant, Où n'est pas intervenu. et où il n'y a pas eu d'intervention, voilà. Et où aujourd'hui, on est en train d'assister à quelque chose d'intéressant sur le plan de la démocratie et sur le plan de la reconstruction. Et à contrario, je parlais des Kurdes. On peut imaginer que, essayons d'avoir une approche positive, qu'il y ait des bombardements américains de l'OTAN en Libye qui s'appuient sur les tribus libyennes, qui joueraient un peu le rôle que les Kurdes ont joué en Irak du Nord, avec vis-à-vis de l'État islamique. Donc si on arme les tribus, un certain nombre de trucs, il y a peut-être un petit espoir de ce côté-là. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met après. Et pour l'instant, on n'a rien. C'est ça le problème de la Libye. Ça se voyait quand Alors la proposition de l'Italie, qui est prête à prendre la tête d'une coalition s'il fallait intervenir, c'est vraiment d'épauler un gouvernement qui, du coup, serait légitime, de remettre un peu d'ordre dans la situation interne. Mais est-ce qu'on peut construire la légitimité d'un gouvernement de l'extérieur, top-down? La question de ce qui viendrait en Syrie après Bachar, c'est une question qui est essentielle depuis le début. C'est la raison pour laquelle on n'est pas intervenu. En Libye, quand on est entré à Tripoli, la première chose qu'on a vue, c'est des gens débarqués de l'étranger, qui étaient à l'étranger depuis 25 ans, et puis qui ont voulu prendre la parole, et puis évidemment s'imposer. Les gars de Benghazi, qui se sont battus avec leur grande barbe, soutenus par un tas de gens, sont arrivés et leur ont expliqué que ça ne va pas se passer comme ça. Eux, ils sont restés, c'est eux qui ont renversé Kadhafi, et donc il n'y aura pas de gouvernement provisoire de l'extérieur. C'est une évidence. Oui, alors ça, Michel, le problème des gouvernements provisoires et de l'intérieur et de l'extérieur, c'est dans tous les mouvements de libération. On a toujours vu des problèmes entre ceux qui avaient fait la guerre à l'intérieur, qui avaient souffert l'oppression, en France aussi, en Afrique du Sud, en Palestine d'ailleurs, on sent que ça soit... Voilà, donc ça, c'est un problème assez général. On ne parle pas d'une parenthèse de 5 ans, on parle d'une parenthèse beaucoup plus longue. Alors, d'un mot pour terminer sur ce thème, on va avancer après, mais donc intervention en Libye, étrangère, d'après vous, est-ce qu'on se dirige là-dessus, oui, non? C'est une catastrophe. Si on fait, c'est une catastrophe. Eric visiblement, il y a des plans qui sont en préparation, notamment depuis que les puits pétroliers, enfin les terminaux pétroliers sont attaqués par l'État islamique. Il faut mieux parier sur le début de solution politique qu'on a commencé à mettre en œuvre avec quand même 17 pays. Donc il y a quelque chose depuis le mois de décembre, il y a un petit point d'espoir depuis le mois de décembre. Je pense que c'est là-dessus sur lequel il faut parier, mais on sait à quel point ça peut parier. Véritablement, la diplomatie, c'est-à-dire l'intervention militaire, c'est quand même 20 ans maintenant qu'on voit ce que ça donne les interventions militaires, les gros muscles à l'américaine, ce sont des échecs et ça déclenche pire ensuite. Donc je pense qu'il faut jouer la diplomatie, ce qu'on essaye de faire en Syrie, et ça commence doucement à prendre, c'est pas ça. Oui, cela dit, pour la Libye, les Américains ont quand même en novembre tué le grand représentant de l'État islamique, qui était un Irakien d'ailleurs. Donc ça a un petit peu fragilisé les choses. C'est-à-dire qu'il faut peut-être à certains moments quand même la force. Vous êtes plus interventionniste que moi, là. Le mot de la fin sur ce thème, Michel. Je pense effectivement comme Jean Quatremer qu'une intervention militaire ne résoudra rien. Ce n'est pas par ça que la paix reviendra, mais peut-être par le pragmatisme, les intérêts économiques, les enjeux globaux ramenés à ce pays qu'est la Libye pour que la paix revienne avec effectivement l'appui des tribus et des clans. C'est marrant, je crois bien que c'est pas la première fois qu'on arrive à ce type de conclusion sur des thèmes assez différents. C'est vous qui nous amenez d'ailleurs, à ça à chaque fois. Voilà, la paix. Je vous propose maintenant qu'on avance dans l'émission. On va s'intéresser à la cuisine interne polonaise. Un zeste de promesses sociales, saupoudré de xénophobie, ajouter quelques bonnes mœurs catholiques. Et voilà les ultra-conservateurs au pouvoir. En 2 mois, le nouveau gouvernement a remis en question l'indépendance de la presse et celle de la justice à un rythme stupéfiant et de préférence nuitamment. Les explications de la rédaction de France 2 et on en parle après. C'est la cible du pouvoir polonais. Le groupe de télévision publique est dans le collimateur et dès la nomination du nouveau gouvernement mi-novembre, le ministre de la Culture Donald Ton en direct sur le plateau du JT. Votre chaîne fait de la propagande depuis des années. Maintenant, c'est terminé. Et le Parlement a suivi en adoptant une loi qui place de facto les médias publics sous la tutelle du gouvernement. C'est lui qui a inspiré la réforme. Jaroslaw Kaczynski, chef de la droite conservatrice, pas un grand amateur de pluralisme. L'émission de ce présentateur célèbre, jugé trop critique, a déjà disparu des programmes. Contrôle des médias et contrôle de la justice avec une réforme de la Cour constitutionnelle, la démocratie polonaise est-elle en danger ?
C'est la crainte de ces dizaines de milliers de manifestants qui sont descendus à plusieurs reprises dans les rues du pays. Un mouvement citoyen, spontané, dont voici l'une des figures. Il y a des menaces graves contre la démocratie. C'est comme enlever les boulons sur les roues d'une voiture. La voiture roule encore, mais il n'y a plus de protection. Quelque chose de grave peut arriver à chaque instant. Mais ces craintes ne sont pas partagées par toute la population. Nous, on est d'accord. On pense que ça va dans la bonne direction. Ceux qui sont au pouvoir ont été élus démocratiquement. Ils ont le droit de mettre en place les lois qu'ils veulent. Et la droite conservatrice ne dit pas autre chose pour justifier son action. On va s'interroger, la démocratie est-elle en danger en Pologne? La Pologne, en tout cas, est tombée dans le collimateur de l'Union européenne cette semaine. Débat au Parlement européen mardi prochain. Et puis ce mercredi, le gouvernement polonais a déjà dû s'expliquer sur ces lois controversées devant la Commission européenne. Et la Commission européenne a enclenché pour la première fois la procédure de sauvegarde de l'état de droit. On parle de quoi là? De quoi s'agit-il, Jean Quatremer? Il y a un article dans les traités européens, qui est l'article 7, qui avait été introduit au moment du traité de Lisbonne et qui prévoit qu'effectivement, lorsqu'un État commence à déraper, parce qu'on avait souvenir, vous savez, de l'affaire autrichienne, lorsque l'extrême droite est arrivée au pouvoir avec Jörg Haider à la fin du XXe siècle. Donc on s'est dit, il faut quand même, c'est vrai qu'on a un problème, c'est-à-dire qu'un État peut adhérer à l'Union européenne en étant très, très, très démocratique, et une fois qu'il a adhéré, il peut devenir une dictature, et on n'a aucun moyen de l'expulser, de le suspendre, on ne peut rien faire. En revanche, on peut vous condamner devant la Cour de justice si vous violez un règlement sur la politique agricole commune, mais si vous violez les droits de l'homme, on ne peut rien faire. Et donc on a introduit cet article. Mais c'est un truc qui est tellement lourd à mettre en place, parce qu'il faut l'unanimité des États dans un premier temps, etc., qu'il n'a jamais été véritablement utilisé. Donc on l'a un peu simplifié, et là maintenant, on prévoit une mise sous observation, c'est-à-dire on va faire une enquête sur place, et on regarde si véritablement il y a un problème. Parce que c'est très compliqué. Vous savez, la Pologne, il faut aller regarder sur place l'état de droit polonais, voir effectivement si les lois ont bien été violées, parce qu'il y a eu des procédures qui ont été engagées, par exemple, contre la Hongrie, et on s'est aperçu que finalement, c'était pas si simple que ça. C'est-à-dire que c'est des choses qui nous choquent, nous, ne choquent pas les Polonais, que c'était conforme à l'état de droit polonais. En Hongrie, par exemple, hongrois, pardon, excusez-moi. En Hongrie, par exemple, Orbán, lui, avait la majorité nécessaire pour modifier la Constitution. Le Premier ministre hongrois, voilà. Il avait la majorité pour modifier la Constitution. Donc il modifiait la Constitution légalement, légitimement, et ensuite il modifiait les lois. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? En Pologne, c'est un peu différent. C'est 35% des Polonais qui ont voté, 37% des Polonais qui ont voté pour ce parti, et ils ont 55% des sièges au Parlement. Et ils n'ont pas la majorité pour modifier la Constitution polonaise. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent de la modifier par la bande. Et là, il y a sans doute une violation de l'état de droit. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Et est-ce qu'ils ont le droit de modifier le mode de fonctionnement du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'ils ont le droit de nommer ainsi tel ou tel membre? Alors, la Commission européenne, donc on comprend, il y a cet article qui a été un peu allégé. Elle n'est pas trop intervenue au moment où on parlait de la Hongrie avec Orbán. Et puis là, tout d'un coup, on a l'impression que la Commission européenne bouge très vite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un élément politique, il ne faut pas le dire à Bruxelles. J'ai posé la question à plusieurs intervenants et ils étaient un peu livides que je pose la question. C'est que Viktor Orbán, il se trouve qu'il, lui, son parti, le Fidesz, est membre du Parti populaire européen, le PPE. Donc c'est la grande alliance des conservateurs démocrates chrétiens au Parlement européen qui est dominé par l'Allemagne. Et Viktor Orbán, c'est en gros le protégé de la chancelière Angela Merkel. Donc on ne touche pas à Viktor Orbán. Il faudrait qu'il aille un peu plus loin pour qu'on y touche, mais voilà, il est PPE, c'est la famille. Là, il se trouve que Droit et Justice, donc le PiS, le parti de Kaczynski, lui n'est pas membre du PPE. Il est membre de l'ECR, qui est l'alliance des europhobes. Vous savez, il y a les conservateurs britanniques, etc. Donc, à bon compte politique, on peut taper sur la Pologne. Vous dites que c'est de la politique politicienne, ce qui est en train de se passer. C'est de la politique politicienne. Européenne. Eh bien, évidemment, mais vous savez, l'Europe n'est pas à l'abri de la politique, heureusement. Heureusement. Oui, et évidemment, ça a un effet en Pologne désastreux pour l'image de l'Union européenne auprès de l'opinion publique polonaise. Et on a une presse populiste polonaise qui s'est ruée sur ça. On a vu, là, ces derniers jours, un tabloïd polonais mettre en couverture Angela Merkel. On va le voir. Elle est en uniforme nazi et entourée de Juncker, de Martin Schulz, il y a Verhofstadt. Vous voyez, donc ça montre à quel point ce fossé en ce moment qui est en train de s'établir entre Varsovie et Bruxelles, et Bruxelles et l'Allemagne aussi. Voilà, et ça, c'est très inquiétant. Il y a eu un excellent
excellent article dans le Guardian ce week-end qui est signé par Nathalie Nogueret, l'ancienne patronne du Monde, et qui dit attention à le lien entre la Pologne et l'Allemagne est en danger actuellement. Alors ça fait 25 ans qu'on avait ce lien très fort qui a permis d'assurer quand même à la fois la sécurité, qui a permis de faire toutes ces réformes d'élargissement, etc. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une méfiance de plus en plus forte qu'on sent pratiquement chaque jour, à coup de déclarations, à coup de convocations. Par exemple, l'ambassadeur d'Allemagne s'est fait convoquer à Varsovie en début de semaine, le 11 janvier dernier. On sent qu'il y a la méfiance qui est en train de s'instaurer. Je trouve que c'est ce qui se passe est très grave. Alors une petite précision, puisqu'on a vu la une. Oui. Donc c'est cet hebdomadaire conservateur Vpros qui est connu pour ses couvertures assez provocatrices. Précisons-le quand même. Et le titre dit donc ils veulent à nouveau assujettir la Pologne. Oui, quand même, ce qui est assez amusant, c'est que les Polonais n'ont pas tout à fait tort sur un certain nombre de points. C'est-à-dire, ils disent bon, ok, c'est pas très, on va un peu rapidement. Enfin, les Polonais, je parle du parti conservateur, PiS. Regardez sur la nomination des patrons de télévision publique. Et Sarkozy a fait la même chose. C'est Sarkozy qui a décidé de reprendre cette nomination. Alors c'est vrai que lui, il ne s'est pas arrogé le droit de pouvoir renvoyer du jour au lendemain le président de chaîne, ce qu'on peut faire en Pologne. Même chose, les membres du Conseil constitutionnel polonais. Nous, en France, ça choque personne que ce soit le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, trois copains qui décident ensemble qui va siéger au Conseil constitutionnel. Et personne ne va être surpris lorsque François Hollande va sans doute envoyer au Conseil constitutionnel comme président Laurent Fabius. Imaginez qu'on fasse la même chose en Pologne. On crée... Donc, vous êtes en train de nous dire que finalement, si on tape sur la Pologne, il faut taper sur la France. Il faut taper sur un vrai tout le monde. Quand on voit les Danois, par exemple, qui votent une loi qui leur permet de saisir les biens des réfugiés pour qu'ils payent leur séjour au Danemark, lorsqu'on voit qu'en France, on est en train de faire entrer dans le code pénal tous les éléments de l'état d'urgence, on est en train d'écarter complètement le juge judiciaire du fonctionnement du contrôle de l'état de droit, à tel point qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités judiciaires du pays, les syndicats de policiers eux-mêmes s'inquiètent de cette dérive. Ça serait bien qu'on s'intéresse à tout le monde. Martin Schulz, que j'ai interviewé la semaine dernière, qui est le président du Parlement européen, reconnaissait qu'aujourd'hui en Europe, on est face à une dérive autoritaire généralisée. Il y a une aspiration des peuples pour l'autoritarisme. Parce que c'est vraiment le point central de ce thème qu'on aborde ici. Est-ce qu'il y a un glissement autoritaire ? Comment on l'explique ? Et est-ce que ça vous inquiète ? Il y a un glissement populiste clair qui est montré du doigt depuis peut-être une décennie. Et on s'aperçoit que la démocratie est le seul système qui est capable de s'auto-saborder, potentiellement. Et donc, tout ce qui ne marche pas dans les clous, et effectivement, le cas autrichien était un cas très intéressant, puisqu'à l'époque, Wolfgang Schüssel, qui était le chancelier, s'était allié avec le FPE de Jörg Haider, et il avait été ostracisé, entre guillemets, par la France notamment. La France qui avait elle-même été montrée du doigt lorsque Jean-Marie Le Pen était passé au second tour. Il avait été reçu dans l'entre-deux tours à Bruxelles, où il était passé de manière tellement chahutée qu'il n'a pas pu prononcer son discours. Et donc, chaque pays passe au bashing. Et donc, et déteste ça, bien sûr, parce que c'est une ingérence intolérable, et donc on se produit quelque chose, et ça nourrit naturellement la machine populiste. Mais est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se passe en ce moment en Europe, cette dérive autoritaire ? Comparaison n'est pas raison, évidemment, mais est-ce que ça ne nous fait pas peut-être un peu penser quand même aux années 30 ? Je crois qu'on y est. Je pense que là, c'est quasiment toute la construction communautaire qui est menacée. 2016 sera vraiment l'année du test. Schengen risque d'exploser définitivement, c'est-à-dire l'espace de libre circulation. Jean-Claude Juncker, vendredi, a présenté ses vœux à la presse et a dit « Mais vous savez, on ne peut pas avoir une monnaie unique si on n'a pas un espace de circulation unique. Parce que si on ne se fait pas confiance les uns les autres, comment on peut se faire confiance sur le plan monétaire, économique, etc. » On est en grand danger de voir l'Union européenne disparaître, chacun se refermer sur son précaré national, et on sait dans le passé ce que ça a donné. Donc là, il y a un danger, et je vois bien, moi je parle avec pas mal de monde à Bruxelles, avec des gens qui réfléchissent à l'Europe, à l'avenir de l'Europe. J'ai rarement vu les gens aussi inquiets. La crise grecque, c'était rien, parce que la crise grecque n'est pas une crise de valeur, c'est une crise d'argent, une crise, est-ce que la solidarité joue ou pas ? Là, ce sont les valeurs sur lesquelles ont été bâties l'Europe depuis 1945.
1945 qui sont en jeu. Je crois qu'il a prononcé, Jean a prononcé le bon mot, le mot valeur, quoi. Et il manque toujours un récit, j'allais dire national européen. C'est ça qui est le drame. Il manque un récit national français, c'est évident. Ça, on n'arrive pas à le construire, et c'est ça qui pourrait faire l'unité. Et c'est la même chose pour l'Europe. Il y a un récit national qui manque. Et dans ces moments-là, c'est ça qu'il faut. Parce que qu'est-ce qui est important dans la lutte contre le terrorisme ? On sait le but. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que les moyens font partie de la fin. Voilà. Hein, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est-à-dire ces histoires de déchéance de nationalité, tout il y a un moment de panique. Hein, on voit bien, nos élites politiques sont paniquées. Mais elles n'ont pas compris, et elles auraient pu quand même regarder ce qui se passe ailleurs, parce qu'il y a quand même un certain nombre de pays, à commencer même par nous au moment de la guerre d'Algérie. Les moyens font partie de la fin. Et c'est ça c'est tout l'enjeu, c'est toute la difficulté, et c'est ça qui est intéressant, cela dit. Éric Scholl ? Oui, je pense qu'on l'avait vu avec Orban à partir de 2010. On l'a vu lors des dernières élections européennes, cette montée du populisme. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment en Pologne, évidemment inquiétant. D'une part, évidemment, parce qu'il y a eu un suffrage universel. Donc on est bien obligé de reconnaître, d'admettre ce suffrage universel. Après, on peut s'interroger pourquoi, etc. Mais la Pologne, c'est un pays très important par sa population, par son histoire, par la géographie. Donc c'est un pays majeur. Et ce qui est en train de se passer en ce moment en Pologne, il y a effectivement un tournant. Évidemment, depuis les élections européennes, l'autre tournant, c'est les réfugiés. Enfin, et d'ailleurs, c'est ce qui explique cela. Mais le phénomène des réfugiés arrivés, débarqués en 2015, et qu'on va voir évidemment, va devenir un des points majeurs au cours des 2, des 3, des 4, des 5 prochaines années. Là-dessus, malheureusement, on n'a pas l'impression qu'il y ait une réponse ni cohérente, ni coordonnée encore au niveau européen. Oui, la Pologne, c'est un pays symbole pour l'Union européenne. Effectivement, il faut souligner ça. C'est le premier pays qui avait été envahi en 1939. C'est un pays qui s'en est souvenu à la chute du mur de Berlin, qui s'est tourné très rapidement vers l'OTAN et les États-Unis. C'est un pays qui participe pleinement. Je regarde Jean Quatremer pour pas me tromper, mais il me semble c'est un pilier de l'Ost-Europa, la Mitteleuropa. De cette Europe centrale, et bien sûr que c'est important. Et ça laissera des traces très profondes, parce qu'il faut voir que, par exemple, aujourd'hui, la Pologne, comme la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie, reçoivent chaque année 4% de leur PIB en aide européenne. Donc une bonne partie est payée par l'Allemagne. Et moi, en Allemagne, j'ai rencontré les autorités allemandes qui m'ont dit très clairement, cette absence, la solidarité en Europe, c'est à double sens. Si ces pays continuent à ne pas être solidaires de nous, or nous avons des problèmes avec les réfugiés, eh bien, les 4% d'aide qu'on leur verse chaque année, ça va s'arrêter. C'est-à-dire, à un moment ou l'autre, on va payer. C'est pour ça que d'ailleurs, je parlais du risque de délitement. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que la Pologne, la façon dont elle se comporte, c'est très dangereux. Parce que les Allemands se sentent insultés, ont l'impression de ne pas être payés de retour, alors que les Allemands ont tout fait pour que la Pologne adhère très rapidement à l'Union européenne. Ils ont tout fait. Ça a été vraiment les plus grands avocats de l'adhésion de la Pologne. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on leur crache au visage, qu'on leur rappelle leur passé nazi, exactement comme les Grecs de Syriza l'ont fait au moment de la crise grecque. C'est quelque chose qui passe très mal dans le pays qui, pour l'instant, reste un modèle de démocratique et d'accueil des réfugiés, de respect des valeurs européennes. L'Allemagne, c'est le dernier pays qui résiste. Donc on arrive à un bilan un petit peu... Jean l'a très bien dit, il y a un mot le plus important, c'est le mot solidarité. Et c'est ça aujourd'hui, parce qu'au fond, on a toujours dit l'Europe s'est bâtie par l'économie. Non, elle s'est bâtie par la solidarité. Et c'est ce mot-là aujourd'hui qui est en péril, on le voit très clairement, de façon effectivement réciproque. Et c'est ce mot-là qui est en train de disparaître. C'est la principale valeur, si vous voulez, qui est aujourd'hui plus qu'en danger un peu partout en Europe. Et je vous propose qu'on aille au pied du mur de Berlin, puisqu'on parlait d'Europe. On va tout cacher. On va revenir un petit peu en arrière, parce que ça ne nous a pas échappé. David Bowie est décédé cette semaine. Plus d'hommage lundi à l'annonce de son décès. Il a été emporté par un cancer à l'âge de 69 ans. Alors on va s'interroger sur qui était David Bowie, légende musicale, ça c'est sûr, déjà de son vivant. Il a également été un acteur de son époque, souvent un précurseur. Et à l'annonce de sa mort, le ministère allemand des Affaires étrangères a tweeté des remerciements pour sa contribution à la chute du mur de Berlin. Regardez ces images. Und wir schicken unsere besten Wünsche zu all unseren Freunden, die auf der anderen Seite der Mauer sind. Time will go, time will go, till the 21st century new.
Alors, Time Will Crawl qu'on entend là, mais on pense surtout au morceau Heroes, une claire référence au mur de Berlin, qui avait été chanté aussi au moment de ce concert Fort Berlin, que David Bowie donne en plein air le 6 juin 1987, juste à côté du mur, 1 an et demi avant la chute du mur de Berlin. Alors, les enceintes ce soir-là sont tournées vers Berlin-Est, où s'était réunie une foule de jeunes à moins d'1 kilomètre de là, et il leur adresse un message. Ça sera le point de départ des manifestations qui conduiront à la chute du mur de Berlin. Est-ce que vraiment David Bowie est pour quelque chose, Ariane Bonzon? Écoute, je ne sais pas, ce que je sais, c'est qu'il n'était pas seul sur scène non, ce soir-là. Moi, ce que je connais, c'est son histoire festival avec l'Union soviétique, qui est assez intéressante. Il était absolument interdit, ses concerts étaient interdits, mais il y est allé dans les années 70, donc il s'est baladé, ses cassettes passaient sous le manteau, et il est devenu l'icône détestée d'un groupe anti-Union soviétique, de protestation, très intéressant, qui était à la fois pour la Russie millénaire, mais qui était anti-occidentale. Et ils ont pris David Bowie dans le collimateur pour 2 raisons. La première, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette triste phase de Bowie, quand il a dit que Hitler était la première rockstar. Alors ça, les Russes, étant donné leur engagement sur la guerre mondiale, ça ne passe pas. Et puis, alors, surtout, une raison plus anecdotique, un des groupes du Midkey ressemblait beaucoup à David Bowie, et au fond, c'était une façon un peu de se mettre en concurrence, sans doute. Alors, pour la petite histoire, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, et après, ils se sont rencontrés, et tout est allé beaucoup mieux. Mais ce petit groupe Midkey s'est construit contre David Bowie, tout en refusant, si vous voulez, l'Occident, mais en reprenant le rock, c'était un groupe underground, etc. Alors, est-ce qu'il est pour quelque chose dans la chute du mur de Berlin? Il y a d'autres choses qu'on peut dire aussi. Franchement, j'adore Bowie, comme tout le monde ici, je l'espère, mais on ne peut pas... J'aimerais lui prêter un rôle diplomatique. Je ne crois pas qu'il ait eu un rôle diplomatique très important. En revanche, en termes de valeurs qu'il a pu effectivement exporter un peu partout dans le monde, d'ailleurs, aussi bien je vous propose qu'on regarde en même temps qu'on parle une série de qui est paru cette semaine, puisque son décès a rapidement fait le tour de la planète. Ça a été finalement assez peu souligné dans la presse. Ce qu'on retiendra de Bowie, c'est qu'il a aussi, c'est ce qu'il a incarné, bisexualité assumée, sexualité débridée, subversion des codes genrés par les vêtements, la coiffure, le maquillage, l'attitude. C'est à ça que vous faisiez référence? Oui, évidemment, sur la sexualité, sur le genre, sur tous ces sujets, disons, de tolérance, d'ouverture, il a été souvent précurseur, mais à des moments où... c'était pas facile de le faire. Il a fait en 1972 une interview pour laquelle il a dit « Je suis gay ». Il venait de se marier 2 ans plus tôt. Il a affiché son homosexualité. C'était quelque chose d'assez fort, un message très fort envoyé. Exactement. Il a fait quelques années après une interview à MTV, et dans laquelle il y a cet extrait qu'on peut voir un peu partout sur les réseaux sociaux, qui est très intéressant, parce que tout d'un coup, c'est lui qui se met à poser les questions aux journalistes de MTV, et il lui dit « Mais au fond, pourquoi vous n'avez pas plus dans votre rédaction de gens, de couleurs, etc. » Et il met en quelque sorte en accusation, et il le fait très sérieusement. Donc on peut dire qu'il a toujours été très intéressé par ces questions, disons, de société et ces questions de genre. Ouais. Et là-dessus, effectivement, il était de très loin un précurseur. Pour terminer, je vais à vous deux, puisqu'on ne vous a pas entendu encore. De très bons critiques musicaux connus sur la d'excellents critiques. Non, mais est-ce qu'avec votre regard de journaliste aussi, parce que c'est intéressant, est-ce que vous diriez, vous, qu'il a influencé les sociétés occidentales, voire même non occidentales? Pour moi, Bowie, c'est un peu l'homme universel avant la date. C'est-à-dire que son côté caméléon, là, il incarne tout. Il est issu d'un milieu prolétaire, mais il a représenté les élites à travers l'art. L'art et la politique, c'est des choses qui allaient ensemble pour lui. Et bien sûr que le message qu'il a fait passer dans ses chansons, c'est des messages qui ont traversé les frontières. Donc, de ce point de vue, il a eu une influence. Il n'a pas fait tomber le mur. Jean, influence? Non, mais c'est plutôt musicalement. Parce que, moi, c'est uniquement l'artiste, si vous voulez. Donc, le rocker, c'est toute ma jeunesse, David Bowie. Et c'est surtout, ce que David Bowie, ce qui était absolument génial, c'est qu'il n'a jamais été vraiment novateur, mais il a su cristalliser toutes les tendances d'une époque et les transcender. Et c'est ça la force de Bowie. À chaque fois, chaque album, et vous les réécoutez maintenant, même 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, et vous vous dites, mais c'est incroyable, Space Oddity, et réécouter Space Oddity aujourd'hui, c'est juste une merveille. Moi, mon fils de 18 ans écoute ça, il dit, c'est pas possible, il a l'impression que ça a été fait hier. Space Oddity. Voilà, donc ça restera quand même une légende du rock, peut-être une légende du rock, voilà, absolue. Et c'est vraiment, là pour le coup, c'est une mort qui m'a touché
concernés directement. Et je crois que tout le monde, je connais personne autour de moi qui n'a pas été touché personnellement, parce qu'en fait, on était tous pris par surprise. Je crois qu'on a... J'ai vu que Space Oddity était en tête des ventes depuis une semaine. Alors les albums repartent, etc. Mais bon, c'était notre hommage à nous, à Kiosque. Et puis je vous propose qu'on laisse le mot de la fin, comme chaque semaine, à Dilemme, la semaine de Dilemme. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le terrorisme touche de plus en plus de pays. Je suis monde, c'est peut-être le slogan qu'il faut retenir désormais. Autre formule brandie cette fois par un terroriste. Tunisie, moi j'y vais. Cynique, 5 ans après les révoltes populaires au Maghreb. Il y a quoi, ça fait réfléchir aussi. Et puis Dilemme revient aussi sur l'agression antisémite commise au nom du groupe État islamique lundi à Marseille. Porter ou pas sa kippa en public, la question est soulevée en France. France encore aussi avec cet autre débat, la question de la déchéance de la nationalité pour les binationaux, synonyme de déchéance dans les sondages pour le président Hollande qui porte cette idée. Et enfin, ça c'était quand même une information ce week-end, l'Iran de retour dans le concert des nations avec l'entrée en vigueur hier samedi de l'accord nucléaire et la levée des sanctions internationales, les États-Unis en tête. Merci grand Satan. Et j'ai envie de me dire merci grand savant à vous, merci d'être venu en plateau. Et merci à vous qui nous suivez fidèlement semaine après semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis évidemment à dimanche prochain.